tous. On a le plaisir de se retrouver avec le Rav Koubi. Voilà, des Chabad, Rav. Donc juste pour... moi je sais comment déjà de notre guest, et puis je suis déjà sur la question qu'il a posée, par rapport au domaine Nafsho Israël, je vais raconter une petite anecdote, comme ça on va comment ça s'appelle, bien comprendre de quoi il s'agit. Il y avait une fois un jeune étudiant à Yeshiva, et au collège, il recevait tous les mois, il venait étudier, il recevait un peu d'argent pour étudier, ok. Mais il arrivait tous les matins en retard, tous les matins. Alors, une fois, comment ça s'appelle, le Rosh Yeshiva, il a dit, alors dis-moi qu'est-ce qui se passe, j'arrive tout le temps en retard, tu sais, je ne sais pas, il faut arriver à l'heure. Alors il lui dit, non mais écoutez, monsieur le Rav, j'ai un problème, à chaque fois que je sors le matin, je vois une pauvre femme avec plein d'enfants, et elle doit aller se chercher dans les jardins d'enfants et les écoles, etc. La pauvre, et je la vois, elle a du mal, etc. Alors j'ai le cœur déchiré, alors je vais, je l'aide. Et alors j'arrive toujours en retard à cause de ça. Alors le Rosh Yeshiva, il sourit, il dit, waouh, dis-moi, c'est extraordinaire. Comment tu fais pour trouver des mitzvot aussi grandes tous les jours et que tu puisses faire ces mitzvot comme ça? Alors il lui dit, j'ai oublié de vous dire juste un petit détail, que cette pauvre femme, c'est ma femme. D'accord? Et que souvent, on a tendance à oublier ça. Si c'est une autre femme, la pauvre, elle a plein d'enfants, elle doit les dispatcher, etc. Ouais, c'est bien, c'est vrai. C'est une grande mitzvah. Mais pourquoi si c'est ta femme, la pauvre femme, c'est pas une grande mitzvah aussi grande? C'est exactement ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Gomel nafsho tishrese. Avant d'aller faire du bien avec le monde entier, n'oublie certainement pas ni ta femme, ni tes enfants, ni ta famille. C'est avec ça que le chesed il commence. Donc aujourd'hui, ça c'était pour la dernière fois, juste un complément. Maintenant, on passe à... il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est dommage que c'est l'enregistrement. On passe aujourd'hui à Torah Tabitour, c'est-à-dire le fait de... Bitour en français, c'est faire des concessions. D'accord? Faire des concessions. D'accord? Maintenant, faire des concessions, ça veut dire que si on a une discussion entre nous, si on a un point où on est en divergence, alors il y en a toujours un qui va falloir faire des concessions et dire ok, je m'abaisse, ok, j'accepte, etc., etc. D'accord? Maintenant, dans la vie de couple, on est souvent, très souvent appelé à faire des concessions. Et la question c'est de savoir pourquoi. Pourquoi moi je devrais faire des concessions? Pourquoi je devrais dire ok, moi j'accepte, pourquoi moi c'est pas moi qui vais dire ce qu'on fait, comment on fait, et quand on fait, etc. Pourquoi je devrais accepter ce que l'autre dit? La réponse est toute simple, comme ça. C'est-à-dire que vous savez, moi je suis marocain. On dit c'est quoi la différence entre une mère marocaine et un terroriste? C'est la différence entre une mère marocaine et un terroriste. Avec un terroriste, on peut négocier. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses où c'est des principes dans notre vie, on peut se disputer, on peut perdre notre vie, on peut vraiment se disputer sans arrêt. Sur quoi? Sur principe, sur principe, sur principe, sur principe. Alors, si on va commencer à chaque fois à discuter et à réfléchir, pourquoi c'est moi qui dois faire des concessions et pourquoi, on s'en terminera, on s'en sort jamais. Et la réponse donc c'est on doit faire des concessions, pourquoi? Comme ça. Parce qu'il faut faire des concessions. Parce que dans la vie, on doit faire des concessions. Si on veut que le couple s'arrange, alors on devra toujours faire des concessions. Maintenant, la majorité des disputes qu'on a dans ce monde-là, c'est sur des bêtises, sur des petites choses. Une fois un couple qui vient chez le rabbin, et alors il lui dit, ce rabbin, il crie, il pleure, les deux, le mari et la femme, oui, lui il pousse, et moi je roule, et lui il pousse. Qu'est-ce qu'il raconte? Le rabbin ne comprend rien du tout. Comment vous parlez? Et il veut divorcer. Il ne comprend pas qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui roule.
Jusqu'à qu'il arrive à comprendre. Il parle, c'est tous les soirs, avec la pâte dentifrice. Lui, il pousse le dentifrice et elle roule la pâte de dentifrice. Elle roule le tube. D'accord? Et ils se disputent et ils vont s'entretuer à cause de ça. Pourquoi? Parce que lui, dans sa maison, c'est comme ça qu'il a vu, et elle, dans sa maison, c'est comme ça qu'elle a vu, et c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et bien entendu, si c'est en plus dans une question de minagim ou de halakha, alors bien en plus la fin du monde. Et une fois, un couple qui sont venus la même chose, voir le rab, et il y avait une grande marloquette, grande marloquette, et ils voulaient presque divorcer pour ça. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les minagim, c'est les habitudes des traditions. C'est quoi la grande marloquette? C'est que chez lui, vous avez l'habitude de manger Shabbat, après le poisson, une pastida, une quiche. Et chez elle aussi, ils avaient l'habitude de manger la quiche, mais avant le poisson. C'est très grave. Et vu que c'est très grave, alors, ça vaut le coup de discuter, parce que on parle là de tradition. Alors ils sont venus voir le Rav, ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait? Parce que vraiment c'est très grave. Et le Rav, il a réfléchi comme ça, sérieusement, comme ça, il a fait semblant d'être sérieux en tout cas, il a réfléchi, il a dit, écoutez, c'est vraiment un grave problème, les traditions c'est très très important, et la quiche Shabbat c'est encore plus important. Alors, après que j'ai bien réfléchi, je crois que la solution, c'est que ta femme, chaque Shabbat, elle va faire 2 quiches. Elle va manger une avant les poissons et une après les poissons. D'accord? Et comme ça, vous aurez les 2 minagim, les 2 traditions, tout le monde sera content. D'accord? Donc, dans la vie, la majorité de nos discussions, ce sont des petites choses. Et si tu réfléchis bien, si tu vas faire des concessions sur ces petites choses, tu vas faire en sorte que dans ton foyer, il y ait une bonne ambiance. Parce que quand l'autre il sent que tu acceptes et tu fais des concessions, etc., alors ça fait une bonne ambiance. Et qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes énormément. Parce que toi, tu fais des concessions sur des petites choses, sur des bêtises. Quand il y aura des choses importantes, alors ta femme ou ton mari, il sera d'accord de t'écouter et d'accepter ce que tu dis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait très bien que c'est pas, on n'est pas l'un contre l'autre. La preuve, c'est que plein de fois mon mari, ma femme, il fait des concessions. Donc, là, il semblerait que c'est vraiment important pour lui, donc moi je fais des concessions. D'accord? C'est ce qu'on appelle Kemaim Apanim Lapanim, Ken Lev Adam La Adam. C'est-à-dire, c'est de la même manière que l'eau, elle reflète ma face. Quand je me regarde dans l'eau, alors je vois ma face qui se reflète. De la même manière que le cœur d'un homme se reflète chez le cœur de son prochain. C'est-à-dire que si moi, je fais des concessions par amour pour ma femme, pour mon mari, alors automatiquement l'autre ressent ça, et il voudra faire aussi des concessions. Et alors, on sera toujours très bien. Moi, sur ce qui n'est pas vraiment important pour moi, je fais des concessions, et ce qui n'est pas vraiment important pour elle, elle fait des concessions, etc. Maintenant, écoutez bien, le mari est dit une chose extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit le Pachouk? Kemaim Apanim Lapanim, El Neva Adam La Adam. De la manière que l'eau reflète, alors le cœur se reflète. Et il dit le mari Cheskel, tu sais, quand est-ce que ta face se reflète dans l'eau? Il faut que tu te penches, si tu veux te voir dans l'eau. De la même manière, il faut baisser ton profil si tu veux que ton cœur se reflète chez l'autre. C'est-à-dire, de la même manière que pour se voir dans l'eau, il faut baisser le profil, de la même manière, pour que ton cœur se fasse accepter et capter par l'autre que ton amour que tu as pour lui, alors il faudra baisser le profil. Et, c'est ce qu'ils nous disent nos sages. Zachou, Shrina Benehem. Lo Zachou et Shochaltam. S'ils ont le mérite, alors la Shrina sera entre eux. Sinon, il n'y aura pas de Shrina entre eux. Et, quand est-ce que la Shrina se trouve entre nous? Quand est-ce que la Shrina se trouve? Et clair, en général. C'est ce qu'elle dit la Gemara dans Shota. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui dit non, c'est moi qui vais décider, ce que j'ai dit, c'est ça qui doit être, etc., etc. Alors Dieu dit, on ne peut pas être ensemble, lui et moi, et donc, quand est-ce qu'un couple, il a le mérite d'avoir la Shrina entre eux? Tout simplement quand on baisse le profil. Quand on est prêt à faire des concessions et à dire c'est pas moi qui suis toujours raison, et puis c'est pas vraiment important, alors je lâche la prise.
c'est pas du tout important. D'accord? Rav, j'ai deux questions. C'est possible? Je vous écoute. D'une part, bon, je suis d'accord avec vous sur la globalité de ce que vous avez dit. Mais d'une part, il y a des petits détails qui semblent comme ça au premier abord pas importants du tout, mais qui peuvent cacher quelque chose de plus existentiel dans le couple. Et c'est juste la révélation, ces petits détails qui sont des points d'achoppement peuvent révéler quelque chose de plus profond. Donc parfois c'est important qu'on puisse, enfin il me semble, qu'on puisse se poser, voir ce que chacun vit par rapport à ces petits détails pour aller plus loin. Non? Ce que j'ai parlé, c'est bien entendu après ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, c'est pas, et c'est justement ce que je voulais rajouter avant d'entendre votre deuxième question, c'est, je rajoute juste un tout petit détail pour qu'on puisse compléter cette compréhension, c'est qu'il faut faire une grande distinction entre du tour et chifloute. C'est-à-dire le fait de faire des concessions, c'est pas devenir une serpillière. C'est pas que tout ce que dit l'autre, Allah Akbar, que tu as dit, ça y est, c'est bien, j'accepte. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'après qu'on ait parlé, après que j'ai réfléchi, après que je suis arrivé à la conclusion que vraiment c'est pas très important pour moi, alors pourquoi pas faire de concessions? C'est vrai que pour l'autre aussi, tu as l'impression que c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu il veut? Dieu il veut qu'on soit humble. Et que si c'est pas vraiment, si par exemple, le mari dit, je vais envoyer mon fils dans une école religieuse, et la femme elle veut une école. Ok, c'est pas un petit détail et on ne pourra pas passer là-dessus. D'accord? Mais 99% des discussions qu'on a, c'est pas sur des choses comme ça. D'accord? Alors s'il y a des petits points qui peuvent révéler des choses plus importantes, on en discute. Si c'est vraiment important, alors je ne suis pas une serpillière, c'est pas que j'accepte tout automatiquement. Mais si sur, disons, les 99%, il y a 20% qui sont un petit peu importants et qui reflètent des choses plus profondes, on discute. Mais sinon, pourquoi ne pas faire des concessions? C'est ça, faire la guerre pour rien. On gagne rien et on perd tout. Parce que pour pas pousser le dentifrice ou rouler le dentifrice, on peut faire des heures de discussion, de pleurs et de mauvaise ambiance, alors que c'est vrai, j'ai l'habitude de pousser le dentifrice et elle le roule. C'est vrai, c'est pas mes habitudes, mais je peux gagner énormément de temps, énormément de bonne humeur à la maison, etc. Donc, tout ce qu'on a dit, je répète, c'est juste après qu'on parle de la conclusion que c'est vraiment pas important. Ok, alors deuxième question. C'est payant, hein? Après la première, c'est payant. Il me semble aussi, enfin, je ne sais pas si c'est une question, mais il me semble que c'est important que la personne, quand elle décide de faire sa concession, que vraiment ça lui coûte pas, comment dire, beaucoup. Parce que si ça lui coûte à chaque fois, on peut voir à un moment donné, peut-être même 10 ans après, ressurgir des choses qui se sont accumulées et pour une toute petite chose, alors là c'est... Alors là, on est d'accord à 2000% et je vais expliquer un peu pourquoi je dis 2000%. Il y a un livre, je ne vais pas dire son nom, parce que ce n'est pas un mauvais livre, mais je pense que c'est un livre qui est un petit peu dangereux. Et ce livre-là a été traduit dans plusieurs langues. C'est un rabbin qui a écrit, c'est un rabbin très un grand sadique, et qui a écrit sur le Shampai. Et lui, il écrit là-bas qu'il faut faire des concessions tout le temps, sans réfléchir. Et l'essentiel, c'est que tu te rappelles que Dieu est toujours devant toi, et que tu dois faire des concessions, etc., etc. Et la femme, la même chose. D'accord? Maintenant, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est-à-dire que si je suis véritablement humble et je suis véritablement au niveau, alors c'est vrai que
devrait être le plus important pour moi, c'est que l'autre soit bien. Et moi, je vais pas. D'accord? Ça, c'est la vérité absolue. Mais ce n'est pas la vérité du tout dans la réalité. C'est-à-dire que ça, c'est un livre qui est bien pour des gens qui sont des grands tzadikim. Malheureusement, la majorité des gens qui ne sont pas à ce niveau-là, et s'ils font ce qu'ils disent sur Rav, alors ils arrivent exactement à ce que vous venez de dire, et moi je dis toujours aux gens de faire très attention à ce livre. Pourquoi? Il faut le prendre, comment on dit ça, Béravon Moukba, il faut le prendre en tant que but. Mais il faut savoir que, dans la réalité, la majorité du temps et la majorité des gens, s'ils font ça, ils arriveront exactement à ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que la réponse est oui, Jonathan. Une accumulation de choses et puis à un moment donné, ça explose. Ils vont se sentir écrasés. Exact. C'est pas seulement sentir écrasé, c'est que souvent, quand en fait je ne me sens pas bien à l'intérieur, alors j'accumule, et avec le temps, je ne sais même plus pourquoi, mais j'ai plus envie de vivre ici. C'est-à-dire que, et je pourrais même pas te dire pourquoi, je pourrais pas mettre le doigt, d'accord? Mais je sais que quoi? Que je suis devenu une serpillère. Alors, si quelqu'un il est au niveau, il est matin, c'est un grand sadique, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais s'il n'est pas au niveau et qu'il fait ça, alors en lieu de faire du stand-by, il va peut-être être dans le cours 1 an, 2 ans, et quand ça va exploser, on va tout perdre. Ça va? Merci Rav. D'accord? Donc, justement, c'est ce qu'on vient de dire, que c'est la différence entre le fait de faire des concessions et de devenir une chaffière. Encore une fois, Reb Zusha Manipoli était une chaffière. Mais c'était Reb Zusha, il y en avait un, il n'y en a pas 10 000. D'accord? Si quelqu'un est arrivé au niveau de Reb Zusha Manipoli qui se voit comme une chaffière devant tout le monde, il est matin, il a un grand scout. D'accord? Mais on ne peut pas demander à ça à tout le monde, et si quelqu'un il va prendre ça sur lui alors qu'il n'est pas vraiment au niveau, ça va faire une catastrophe à la fin, et ça ne va pas arriver du tout au Shlom Bayit. D'accord? Maintenant. Toujours, j'ai vu tout à l'heure un couple que j'ai marié il y a quelques mois, tout à l'heure, dans l'après-midi. Alors j'ai demandé j'ai vu le mari, quoi, c'est un élève à moi. Alors je lui ai dit, alors comment ça va, comment ça fait d'être marié? Il m'a dit, bon, pas cher. Alors je lui ai dit, et vous discutez? Alors il me dit, des fois, non, pas cher, c'est très bien, non, pas cher. Il faut se discuter. Pourquoi c'est bien de se discuter? Ça veut dire que c'est peut-être mieux de ne pas discuter. Impossible. D'accord? Un couple, comme on l'a expliqué dans le premier cours, d'accord? Un homme et une femme, c'est deux mondes qui sont complètement différents. La Chine a impossible de se comprendre l'un l'autre. On vient de deux familles différentes, de deux traditions différentes, deux manières de réfléchir différentes, deux manières de penser différentes, deux manières de faire différentes, tout est différent. Si on ne se dispute jamais, ça veut dire quoi? Un, que l'homme, c'est femme, ou que la femme, non? Ou que les deux, ils s'en foutent éternellement l'un de l'autre. C'est-à-dire, un homme et une femme ne sont pas censés s'arranger entre eux. Et donc, c'est impossible qu'ils s'arrangent entre eux. Impossible. D'accord? Ou alors, ils sont indifférents l'un à l'autre. Et ça, c'est encore pire que de ne pas s'arranger. Parce que, quand, c'est comme, par exemple, il y a un prof, il a un élève, mais il en a ras-le-bol. Il a fait de noir, il n'en veut plus, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse faire ce qu'il veut. Fais ce que tu veux, je m'en fiche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élève-là, il n'est pas du tout proche de ce prof, d'accord? Et le prof, il a déjà jeté. Alors qu'un père, par exemple, même si le fils il fait la pire des choses du matin au soir, jamais il va désespérer. Pourquoi? Parce qu'il aime. Donc automatiquement, il va lui crier, il va le punir, il va lui donner des récompenses, etc. Il va lui parler avec lui, et encore une fois, et encore une milliers de fois. D'accord? Et ça termine jamais. Il y a une fois quelqu'un qui est venu voir le Ramban, Nachmanide, et qui a dit, dites-moi, je te sais quel âge on doit éduquer les enfants?
Alors il a dit 65 ans. Il a dit, bah, Hachem, j'ai 64 ans et demi. Dans 6 mois, j'ai fini. Je dis, non, mais t'as très mal compris. Je parle 65 ans des enfants. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on termine jamais. D'accord? Et donc, un enfant, quoi qu'il fasse, on sera toujours avec lui. D'accord? La même chose avec un couple. Un couple qui se dispute encore, il y a de l'espoir. S'ils ont arrêté de se disputer, ils sont devenus complètement apathiques l'un à l'autre, indifférents l'un à l'autre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. D'accord? Et donc, de se discuter, c'est bien. Ça veut dire qu'on s'aime, ça veut dire que tu me fais du mal, mais qui me fait du mal? Celui qui est proche de moi et celui que je prends en estime, et donc ça me fait du mal parce que je le prends en estime. Si je le sous-estime, j'en ai rien à faire, il fait l'autre qui veut, ça me fait rien, d'accord? Et donc, c'est très bien de se discuter. Mais il y a quand même quelque chose. Donc, ça, c'est la base. Mais il y a quand même quelque chose. Alors, première règle. Jamais, au grand jamais, quand on se dispute, on va dormir alors qu'on est encore en dispute. C'est-à-dire, on se disputait, on ne dit pas, hein, ok, viens, on va faire, moi, allez, je suis fâché, je vais dormir. Puis demain, on verra, après-demain, on verra. Ça, c'est une grande catastrophe. Essentiellement pour la femme. Pourquoi? Un homme qui dort, il dort. Il est tard, on se reverra demain, on en reparlera. D'accord? Pour une femme, on est parti dormir à 8 heures, on se levait à 8 heures. Il y a 12 heures qui sont passées. C'est vrai? Pour l'homme, il n'y a rien qui s'est passé, on a dormi. Pour la femme, ça fait 12 heures que tu m'humilies, tu te vois la face, tu ne m'aimes pas, tu t'en fous, je peux mourir devant tes yeux, etc., etc. Même si elle ne dit pas ça, dans sa tête, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a du temps qui est passé. Mais si ce temps, on ne pouvait rien faire, on dormait de toutes les façons. Ça change rien. D'accord? Bon. Même si c'était une petite dispute, on se disputait sur une bêtise, le temps qui passe fait que quoi? Que ça devient une grande dispute. Ça veut dire que non seulement tu m'as fait du mal, mais en plus tu t'en fous. Et tu peux me laisser plein de temps sans venir essayer de te réconcilier avec moi. D'accord? Donc, le fait, à part ça, le fait d'aller dormir, c'est aussi un message. Moi, il n'y a pas de problème, je dors très bien. On s'est discuté, ça ne me dérange pas. Ok? Demain, je vais au travail, la vie continue. La femme, dans sa tête, comme on a expliqué le cours dernier, elle est toujours avec son mari dans la tête. D'accord? Donc, quand on s'est discuté, elle, c'est sa vie qui est pourrie. D'accord? Donc, quand on se revoit le lendemain soir, c'est comme si tu l'avais humilié, pas une fois, 10 fois. D'accord? Et donc, ça, c'est la première règle. On se dispute, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais, on ne va pas dormir tant qu'on n'a pas discuté et aplani les choses. Deuxième point. D'accord? Rav, je peux poser une question sur ça? J'ai déjà entendu ce conseil, mais d'un autre côté, parfois il y a des disputes, pas des disputes, il y a des sujets qui sont tellement importants que tu peux pas maintenant à 1 heure du matin commencer à réellement voilà quoi, à désensibiliser le sujet. Tu es obligé de dire ok, on n'est pas fâché, on va dormir et demain on fixe, on prend 1 heure, 1 heure et demie, on va au resto et on parle. Il n'y a pas de problème, tu viens de dire exactement ce que je viens de dire. J'ai pas dit qu'on a plani, qu'on trouve la solution au problème, au sujet sur lequel on a eu une dispute. Mais on a plani la dispute, ça veut dire qu'on n'est pas maintenant en dispute. C'est pas que maintenant je te laisse en train de pleurer toute la nuit et moi je m'en fous. Non. D'abord, je suis désolé, c'est pas bien qu'on se parle comme ça. Ok, on a une discussion, bien, on est comme des grands, des adultes. Je pense que demain, c'est pas une bonne idée. J'expliquerai plus tard pourquoi, quand est-ce qu'on parle de ce genre de sujet-là, d'accord? Mais c'est vrai qu'on ne peut pas à 1 heure du matin
parler des sujets qui sont importants, d'accord? Ça, on parlera dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on fait avec ces sujets-là. Mais là, on ne parle pas de trouver des solutions, on parle de calmer la dispute, de dire, c'est pas que je te laisse et que je suis insensible à ta douleur, même si moi aussi je suis blessé, ça change rien, d'accord? Moi aussi je suis blessé, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas qu'en tant que couple, on soit tous les deux dans la douleur ou dans la souffrance, ou qu'on se sente humilié par l'autre, même si c'est réciproque. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une dispute ne sort jamais, au grand jamais, de la maison. C'est-à-dire, on se dispute, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ni la sœur, ni la mère, ni la grand-mère, ni le père, ni l'arrière-grand-père, ni le chien de la voisine, personne au monde ne doit savoir ce qui se passe dans notre maison. À part, ou un conseiller, un tierce, qui est conseiller et qui a de l'expérience dans ce genre de sujet, ou personne au monde. Dieu, dans la prière, c'est tout. Pourquoi? Ma mère, elle est psychologue. Pourquoi je ne peux pas lui parler? Elle donne des conseils du matin au soir à tout le monde. C'est vrai. Mais, par nature, quelqu'un qui a un problème, il ne va pas aller voir, je ne vais pas aller voir la mère de ma femme pour lui demander ouais, c'est moi, ta fille, elle a fait comme ça, qu'elle t'en pense? Parce qu'elle va m'assassiner, d'accord? Donc, qui je vais aller voir quand j'ai un problème avec ma femme? Des gens qui sont proches à moi. Ma mère, mon père, mes amis. C'est bien entendu, pourquoi? Parce que je cherche quelqu'un qui va être avec les oreilles ouvertes, qui va vouloir me consoler, m'aider, etc., etc. D'accord? Maintenant, même si ta mère, elle est psychologue et c'est la femme la plus intelligente du monde, et elle sait exactement qu'une mère a pas le droit de s'initier, et qu'elle n'a pas le droit de parler, qu'elle doit faire attention de ne pas casser le cou de son fils, vraiment c'est top. Il n'y a pas mieux qu'elle. C'est encore une catastrophe. Pourquoi? Parce que toi, tu vas raconter ton histoire. Ok. Ta mère, que tu veux ou que tu ne veuilles pas, c'est ta mère. D'accord? Et donc, ou ton ami. Donc, automatiquement, ils sont partis pris. Et elle est intelligente, elle ne va pas le dire. D'accord. Mais elle ne va rien dire. Quand tu racontes, elle m'a dit, elle m'a fait, et puis ta mère, elle dit, Maintenant, elle dit pour rien. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit de parler, et elle dit juste pour que tu saches qu'elle t'écoute. Mais toi, dans ta tête, comme tu cherches quelqu'un qui va te donner, qui va te prêter épaule, et qui va vouloir te soutenir. Donc tu cherches ce soutien. Donc ta mère, elle dit et toi dans ta tête, tu traduis ce c'est quoi ce comment tu le traduis? Ah voilà, j'ai raison. Voilà, madame, elle ne veut pas le dire, d'accord? Mais bien entendu que j'ai raison, d'accord? Et ça, et maintenant, bien entendu, je parle d'une mère qui est vraiment le top du top, qui est vraiment intelligente, comme Einstein, d'accord? Ce qui est très rare, d'accord? Parce qu'une mère comme elle est bien entendu partie prise pour son fils, ou un ami, etc., ce sera automatiquement des conseils catastrophiques, d'accord? Qu'en lieu d'arranger le couple, ils vont l'amener dans un fossé, d'accord? Donc, c'est la dernière chose à faire, d'aller parler avec des gens, à part une personne qui est fière. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, voilà, je connais quelqu'un, ils ont des problèmes de couple, je sais que tu t'occupes de couple, est-ce que tu peux, s'il te plaît, leur parler? J'ai dit que j'ai pas beaucoup de temps, mais dis-moi en gros c'est quoi? Il a commencé à me raconter. Il me dit, ouais, le mari, bah, écoute, moi, j'ai pas parti pris, je sais que les deux, ils ont des torts, ils me parlent, et la femme a fait comme ça, et le mari l'a fait comme ça. Finalement, je lui dis, dis-moi la vérité, la femme, c'est ta cousine. Il me dit, non, tu sais, je lui dis, c'est pas compliqué, d'accord? Dans ta voix, t'essayes d'être impartial, t'essayes de montrer que les deux ont des torts, mais sans faire attention, tu montres que la majorité des torts, ils sont quand même chez le mari. Donc c'est automatiquement quelqu'un de ta famille, d'accord? Parce que tu veux ou tu veuilles pas, t'es parti pris, d'accord? Et encore, c'était un mec vraiment qui voulait vraiment aider.
ils comprenaient que c'est impossible de faire avec des problèmes. Mais ça change rien. Donc, que ces gens autour de moi, ces amis, ces familles, etc., que ce soit les gens les meilleurs du monde, jamais on leur raconte les problèmes. D'accord? Maintenant, on fait discuter. Ok. C'est bien. Mais c'est bien hein, si on s'occupe de cette dispute. C'est-à-dire qu'on ne la laisse pas comme ça en plan. D'accord? Parce qu'après, comme on l'a dit juste avant, d'accord, pour les concessions, c'est la même chose avec les disputes. D'accord? S'il y a dispute sur dispute sur dispute, et même si après on fait la paix, etc., et ok, on s'aime, il n'y a pas de problème, et on n'en parle plus. C'est ça. On dit qu'une femme juive oublie et pardonne, mais elle n'oublie jamais qu'elle a pardonné. D'accord? C'est-à-dire que ce genre de choses, c'est bien pour une demi-heure, une heure, un jour, 2 jours, mais à l'intérieur du cœur, ça reste, et à la fin, finalement, rien n'est passé. Et donc, on vit dans une ambiance catastrophique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, et en fait dernièrement, on n'a pas 10 000 solutions pour se comprendre et pour s'apprendre et pour apprendre. Pour enquêter. Enquêter. Bon, pas vraiment une enquête, d'accord? On n'a pas 10 000 solutions, on n'a qu'une solution, c'est parler. C'est notre bouche, c'est notre parole, et que avec. Parce qu'il y a des gens qui croient, hein, on se disputait, ouais, bon, ok, demain je fais un bouquet de fleurs, on n'en parle plus. Ça sert à rien. D'accord? C'est bien pour la bonne ambiance, mais ça sert à rien. Une dispute, elle est positive et elle est bien si on s'en occupe et qu'on la planifie. Maintenant, comment faire pour la planifier? On en parle. Comment on en parle? 1. D'abord, on enlève les mauvaises ambiances. C'est-à-dire que d'abord, on a planifié, comme on a dit juste avant, pas le sujet, mais la dispute. Nous en parlons, tout le monde a parlé, c'est pas bien, il faut qu'on soit bien entre nous, etc., etc. Après, on essaie de comprendre. Comment on essaie de comprendre? On se rappelle de ce qu'on a vu le premier cours. Premièrement, on se rappelle que quoi? Que je comprends que je ne comprends rien. Que ma femme, c'est un monde qui est complètement différent. Et donc, toutes ces disputes-là, elles viennent du fait que quoi? Que une femme et un homme, ils sont complètement différents et qu'ils ont énormément de mal à se comprendre l'un à l'autre. Et donc, ça, c'est la base de tout. Si j'ai compris ça, alors on peut commencer à discuter. Après que j'ai compris ça. Deuxième point qu'on avait déjà parlé, mais que maintenant, pendant la dispute, il est primordial, je me rappelle que l'autre m'aime. Personne se lève le matin et dit, alors aujourd'hui, je vais lui montrer. Je vais lui montrer. Non, c'est rare. Il y a des gens qui se déréchaïnent, mais c'est une minorité. D'accord? La majorité des gens, ils ne sont pas comme ça. Et donc, l'autre même, alors pourquoi il m'a blessé, pourquoi il m'a vexé, pourquoi, etc. Il n'y a pas de problème. C'est parce que on ne comprend pas. Et maintenant, c'est le moment d'approfondir, d'essayer de comprendre, etc. Maintenant, Johan a posé la question, s'il y a des sujets qui sont massifs, il est 1h du mat, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que dans 2 semaines, le Grand Hachem nous va parler du sujet de cette série de cours qui s'appelle Sifra Shvuit. Sifra Shvuit, en fait, c'est une mini-médiation que l'on se fait à notre couple toutes les semaines. Ça, c'est un travail continu qu'on fait toutes les semaines. D'accord? Moi, ça fait 15 ans que je suis marié, ça fait 15 ans toutes les semaines que je travaille avec ma femme et qu'on se rencontre une fois par semaine pour faire ce travail. D'accord? Il ne faut pas croire que c'est un travail désagréable. Comme on va l'expliquer dans le semaine, c'est un travail très agréable. Mais il est très agréable si on le fait assidûment. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les disputes, elles s'effacent. C'est pas qu'elles restent à l'intérieur et puis on ne sait plus d'où elles sortent après quand ça explose. Elles s'effacent parce qu'on les a planifiées complètement. Et donc, à ta question, Johan, les sujets qui sont massifs et qu'ils sont
très important, on ne les traite pas maintenant, on aplanit seulement la dispute, c'est-à-dire qu'on fait la paix, et on dit, ok, mais on laisse un peu le temps passer, on réfléchit chacun pour soi, mercredi, on se rencontre pour la séquence juive, on en reparlera. Réfléchis, j'y réfléchis, et alors, on en reparlera à la séquence. D'accord? Question? Alors. Ok. J'ai une question. Enfin, c'est pas une question. C'est que parfois, quand tout va bien, justement, si on a fait ces conversations régulièrement, la vie reprend le dessus parfois. Ça va bien, tout se passe bien, et donc on oublie, on est bien coordonnés. Et à un moment donné, on l'a pas vraiment vu arriver, mais dans l'effervescence de la vie, ben, ça répète. C'est pas grave, c'est normal, c'est la vie. Deux, on en parlera en long, large et en travers dans 2 semaines. La sikha juive, on ne la fait pas seulement quand on a des problèmes. C'est comme quand on va au moussard, quand on va au garage pour la voiture. On n'attend pas que le moteur il explose pour aller au garage, parce que sinon tu vas changer de voiture. D'accord? Alors tu dois faire des petites poulines. Tu dois faire des, comment ça s'appelle, des révisions. Voilà, des révisions tous les 10 000 km, etc., etc. Si tu les fais, alors c'est vrai, ça veut pas dire que tu n'auras jamais de problème. Tu auras encore des fois des petits problèmes, mais ça restera des petits problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas sur le dos d'un millier de problèmes qui n'ont pas été résolus. Et donc, quand il y a un autre problème, même s'il soit un petit peu plus grand ou un petit peu moins grand, alors il vient sur la base des autres problèmes et ça devient une montagne qu'on n'arrive pas à surmonter. D'accord? Alors, là, non, toujours, on continue à faire ces discussions toutes les semaines de notre vie, même si on n'a rien à parler, c'est ce que j'ai dit juste avant, que c'est pas quelque chose de désagréable, c'est une discussion qui est très agréable, parce que quand on a fait toutes les semaines, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que souvent, on n'a rien à parler, à part des choses très sympas qui se passent entre nous. Et donc, automatiquement, ça nous laisse juste la base de travail qui est toujours là au cas où. Parce que, vous croyez que moi en 15 ans, parce que j'ai fait tout ça, alors je discute avec ma femme, ça va pas ou quoi? Parce que je discute. Mais la base, elle est toujours là, on a toujours la possibilité, et la misguerette, comment on dit la misguerette, le cadre, d'accord? On a le cadre qui est prêt pour que l'on puisse discuter et aplanir ces problèmes qui, encore une fois, ne seront pas mis à dos sur plein d'autres problèmes qui n'ont pas été résolus. Vous comprenez? Okay. On passe au prochain sujet qu'on ne va pas terminer aujourd'hui parce qu'il est très long. Et on continuera la semaine prochaine. Et c'est le sujet de Bikoret. C'est-à-dire, Bikoret, c'est faire des remarques. D'accord? Alors, Rab, j'ai posé une question en examen. J'ai posé une question en introduction. Je pose une question en introduction. J'entends souvent, dans les achot ou je sais pas quoi, etc., que il faut pas faire de bicorette. Que si tu fais une critique, ça n'existe pas. Une critique constructive n'existe pas au sein du couple. J'ai entendu ça. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, qu'on va beaucoup en parler et que tu vois, le premier point, c'est Chashivut à Bikoret. C'est l'importance de faire des remarques. D'accord? La question, encore une fois, ce que tu as entendu, c'est ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit qu'aujourd'hui, mais Soukani, je suis douteux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire des remarques? Et je suis encore plus douteux, est-ce qu'il y a qui sait recevoir des remarques?
recevoir des remarques, ça ne sert à rien. Donc, quelqu'un qui n'est pas sur l'île-mode et qui n'est pas en train de regarder notre cours et qui ne sait pas comment faire des remarques et comment recevoir des remarques, et on va voir que c'est une Torah mains, c'est vraiment quelque chose de long et compliqué, d'accord? Ben, il ne vaut mieux pas faire des remarques. Parce que si tu ne sais pas les faire, ça va faire que empirer la situation. Mais si tu sais faire des remarques, et si tu sais accepter les remarques, c'est la meilleure des choses qui peut y avoir dans un coup. D'accord? Alors, premièrement, Chashivut Abiko. Pourquoi c'est tellement important de faire des remarques? Et bien, ça revient à ce qu'on a parlé juste avant dans les disputes. Mais là, on ne parle pas du dispute, mais c'est le même point, d'accord? C'est que je fais des remarques aux gens qui me sont chers. Je fais des remarques aux gens qui me sont proches, et que je veux que tout soit parfait entre eux et moi, entre eux et eux-mêmes, parce que même quand je fais des remarques à ma femme qui n'ont rien à voir avec moi, pourquoi je ne fais pas comme ça, pourquoi je ne fais pas comme ça? Et quand dans la rue, je ne fais pas de remarques, pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut, je m'en fous, d'accord? Mais ma femme qui est proche de moi, je fais des remarques même sur elle-même, ou sur elle et moi, pourquoi? Parce que c'est tellement important. Le jour où un couple il arrive de faire des remarques, encore une fois, où c'est des anges, d'accord? Et même ça, je pense pas que je sois intelligent de dire une chose pareille, parce que ça n'a rien à voir avec les disputes. Les disputes, c'est faire des concessions, c'est vrai, si c'est un ange, c'est des concessions. Mais là, on parle de faire des remarques. Une remarque, des fois, c'est très bien. Je fais une remarque à ma femme, elle fait une remarque à moi, pourquoi? Parce qu'elle m'aime. Le fait que je ne sais pas faire la remarque, que je ne sais pas accepter la remarque, c'est autre chose. D'accord? Mais cette remarque-là, elle remarque peut-être, si elle est bien faite, je suis l'accepter, très constructive pour elle et pour moi. Donc si elle ne fait pas cette remarque, moi j'ai perdu. D'accord? Encore une fois, si on ne sait pas faire, il vaut mieux pas faire. Mais si on sait faire, c'est quelque chose qui est très important. D'accord? Je passe le prochain point et je reviendrai après. Pourquoi les gens n'aiment pas entendre des remarques? Pourquoi? Si on va comprendre ça, on va commencer à comprendre ce qu'on doit faire pour que oui, j'aime entendre la remarque. Parce que quand je comprends qu'est-ce qui rend ce que je dis négatif et inacceptable par l'autre, alors je saurai comment esquiver ces points-là. Si je ne les connais pas, je ne peux pas les esquiver. Mais si je les connais, alors je peux les esquiver. Et donc, vous savez, quand il y avait en 1988, au Palais d'Élysée, pour la nouvelle année, le président de la République, François Mitterrand, avait invité les hommes de religion, l'imam et le prêtre, l'archevêque, et le rabbin Chitruc. D'accord? Et alors il a dit à l'imam, alors dites-nous quelques mots pour la nouvelle année. Bon, l'archevêque il a qu'à parler, il parle mieux. L'archevêque il a dit non, le rabbin Chitruc il parle très bien, il a qu'à faire la bénédiction. Alors le rabbin Chitruc il a dit, il n'y a pas de problème, je vais parler. Alors il a dit à François Mitterrand, on est à l'entrée de l'an 1988. 88, en hébreu, c'est Pâques. Pâques, c'est 88. Pâques, c'est un piège, c'est un guet-apens. Alors, Mitterrand, qui était déjà blanc, est devenu complètement livide, d'accord? Et il a dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Rabbin? Alors il a dit, c'est une grande bénédiction de savoir qu'il y a un guet-apens. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a un guet-apens devant lui, qui a un piège devant lui, il va automatiquement tomber dedans. Et quelqu'un qui sait qu'il y a un piège, alors qu'il y a une bracha, c'est une bénédiction, parce qu'il sait qu'il doit faire attention pour ne pas tomber dans ce piège. De la même manière pour nous, si je ne sais pas du tout c'est quoi les points qui rentrent dans le remarques négatives, ben automatiquement je vais tomber dedans. Et je vais faire des remarques qui sont catastrophiques. Mais si je sais c'est quoi les points négatifs, alors je sais comment les esquiver et comment faire que ma remarque soit acceptable et acceptée. Premier point. Quand je fais une remarque à n'importe
sorti dans le monde. Je ne parle pas maintenant du couple, c'est bien entendu véritable pour le couple aussi, mais je parle maintenant de toutes les remarques qui sont faites dans le monde entier. D'accord? Qu'est-ce que je dis en fait à l'autre? Premièrement, tu n'es pas bien, tu n'es pas décédé. Alors décédé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est parfait, c'est pas de remarque. Pourquoi tu fais comme ça et pourquoi tu fais comme ça? Je ne dis pas faire comme ça. Automatiquement, tu dis que quoi? Que je suis un homme décédé. C'est pas bien comme ce que je fais. D'accord? Deuxièmement, tu dis aussi que, bien entendu, ces choses-là ne sont pas dites avec des mots, d'accord? Mais le fait même de faire une remarque, c'est ça, les ondes qui passent avec la remarque. C'est quoi? La deuxième chose, à ta loge chargée. Tu n'es pas à la hauteur. Tu es ma femme, tu es la mère de mes enfants, mais tu n'es pas à la hauteur. C'est pas seulement que tu ne fais pas des choses bien. Ok, pas de choses bien, ça ne pas de choses bien. Mais chacun, à part les choses qui fait bien ou pas bien, il a aussi un self-esteem, d'accord, qui veut être au niveau du poste où il se trouve. Si moi je suis le père de famille, si moi je suis le mari, je suis la mère de famille, etc., je ne veux pas qu'on me dise, je ne suis pas au niveau. En fait, je me suis marié avec toi, mais tu n'es pas au niveau, d'accord? Ou alors tu es mon ami, mais tu n'es pas au niveau de mon ami, d'accord? Et ça, personne au monde ne veut entendre qu'il n'est pas au niveau du poste entre guillemets, qu'il occupe, d'accord? Il y a une chose aussi avec le remarque qui est très importante, ça il faut faire très 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 attention, d'accord? Il y a des gens, dans leur nature, ils aiment faire des remarques tout le temps. C'est pas qu'ils aiment, c'est que souvent ça vient du fait qu'eux-mêmes ils sont perfectionnistes, d'accord? Et donc sur eux-mêmes, ils sont tout le temps en train de se remettre en question. Et donc automatiquement, ce qu'ils font avec eux-mêmes, ils font avec leurs amis, avec leurs femmes, leurs maris, etc. Maintenant, dans un couple, c'est une catastrophe. Il y avait une fois une femme qui est venue voir un arabe. Elle dit, monsieur Rabbin, est-ce que vous pouvez parler de mon mari? Je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'il est malade, il ne veut pas me le dire. Je dis, pourquoi c'est bien? Je dis, parce que, je ne sais pas, à chaque fois il vient à la maison, il rentre en toilette pendant des heures, et je lui pose la question, est-ce qu'il a mal au ventre? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit à chaque fois que tout va bien. Il ne veut pas me dire, il ne me dit rien. Alors le rabbin lui dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, demain je vais le voir, je vais lui poser la question, je vais voir ce qu'on fait. D'accord? Le lendemain, il attrape le jeune à l'entrée de la synagogue, il lui dit, tu vois comment ça va? Et bon, jeune, ça va? Tu te sens bien, la santé? Et ça va très bien. Il dit, mais pas pourquoi vous poser la question? Écoute, voilà, cette femme m'a raconté hier, comme ça et comme ça. Alors il lui dit, écoutez, monsieur Rabbin, je vais faire un aveu. Le seul endroit où ma femme ne fait pas de remarques, c'est quand je suis aux toilettes. Alors j'essaie d'être là-bas le maximum de temps possible. D'accord? Donc, des fois, hein, les gens ils ne se rendent pas compte. D'accord? Si le mari il s'enfuit de la maison, ou il ne veut pas être à la maison, ou la femme est tout le temps dehors en train de faire du shopping ou avec ses amis, souvent, ça vient du fait que quoi? Que l'autre, je ne me sens pas bien à la maison. Je me sens toujours sous un microscope, tout le temps en train de faire des remarques, tout le temps en train de dire que je ne suis pas bien, etc. Donc c'est une catastrophe pour l'ambiance de couple, d'accord? Et ça peut briser un foyer complètement. D'accord? Prochain point, pourquoi les gens n'aiment pas recevoir des remarques, c'est la tafaroute. C'est quoi la tafaroute? C'est la compétition. La compétition. D'accord? C'est-à-dire que on a l'impression que tu veux être mieux que moi, et donc je dois faire en sorte d'être mieux que toi, etc., etc. Et bien entendu, quand je suis dans un couple, je ne peux pas me permettre d'être en compétition toute ma vie. Je suis pas, c'est pas une compétition. D'accord? Donc c'est pas que je fais maintenant un concours et je vais être le premier. Je ne peux pas être en compétition avec mon mari ou avec ma femme toute ma vie. D'accord? Or, quelqu'un qui me fait des remarques, et comme on est en couple, c'est pas pour 1 an ou 2 ans, c'est pour toute la vie. Alors, ces remarques-là, ça devient un fardeau. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je suis jamais au niveau et que je suis toujours en compétition, que je dois toujours me prouver. Je dois toujours être à la première place et je n'ai pas le droit à l'erreur. Parce que chaque erreur que je vais faire,
alors tu sais, tu vas sortir de la compétition. Or ça, c'est impossible de vivre d'une manière pareille. D'accord? Johan, je ne vois pas le prochain point, il est effacé. Quoi? Je ne vois pas le prochain point, il est effacé. Ah ouais, bah je sais pas. Tu veux que je te le dise? Tu le vois, toi? Je peux rechercher dans la main de Segage, une seconde. Bah, à propos de ça, pourquoi il doit y avoir pourquoi de base il y a une compétition entre l'homme et la femme? Je comprends pas tellement ce point-là. Ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme. Chaque remarque que quelqu'un fait avec quelqu'un d'autre, pourquoi tu peux mettre ça une remarque? Tu dis par exemple, pourquoi tu dis de la shonara? Ah, ok. Si c'est un ami, pourquoi tu dis de la shonara, c'est la sourd? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Toi, tu peux te permettre de dire à quelqu'un de ne pas faire de la shonara. C'est toi, t'es meilleur. D'accord? Donc, automatiquement, dans la tête de l'autre, même si c'est encore une fois pas vrai, comme on va le voir plus tard, bien rendu, je dois dire à quelqu'un de ne pas faire du lachonara. D'accord? Mais c'est automatiquement capté de cette manière-là, donc on doit faire attention d'annihiler cette argachage, cette sensation-là. Ça, on verra la prochaine fois comment on fait. On doit se changer en été parce que je dois partir. Donc, on continuera ce sujet la semaine prochaine, les autres. Ok? Les CDR, Toda Rabba avec Koubim, Toda Rabba à vous tous. Les cours sont enregistrés sur fr.mimode.org. On se retrouve si Dieu veut la semaine prochaine. Kol Touv.